faut quand même regarder un peu Oui, pas de souci, vas-y. Parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils regardent Ouais. ça. Donc ils ne voient que ça. Bon, bah super. Ok, du coup, désolé, moi je me présente, je m'appelle Laure-Hélène Rigola, je suis secrétaire générale de l'ARIBED et de l'ARIV. Ce sont deux interprofessions animales sur le territoire réunionnais. Alors je m'excuse à nouveau d'avoir dû vraisemblablement couper un peu les échanges qui étaient sur la session précédente, donc vraiment désolé. Ça n'empêche pas qu'après ma présentation on revienne sur toute la partie gestion, ou en tout cas notion, je retiendrai ça pour ma propre présentation. La différence entre production animale et élevage. Je vais essayer d'être vigilante dans les propos que j'utiliserai aujourd'hui. Je trouve que je suis beaucoup plus, on va dire, sur le terrain à essayer de vendre la viande qu'à me poser parfois des questions. Et je trouve que du coup c'est intéressant de confronter nos points de vue. Donc, en ce qui concerne nous aujourd'hui, ce qui nous réunit, moi je voulais vous présenter donc, le modèle des filières animales interprofessionnelles donc, de la Réunion et discuter avec vous pour voir si ce sont des outils qui pourraient être suffisants ou pas, suffisamment résilients sur le territoire pour tendre vers une autonomie alimentaire, en l'occurrence dans des contextes insulaires. On est bien sur le territoire de la Réunion, donc un petit peu éloigné. Et puis une petite île, très sympathique par ailleurs, mais pas très simple pour faire de l'élevage. La présentation elle va se dérouler en 3 parties, donc c'est d'aller vite. La première partie c'est le modèle socio-économique de nos filières animales à la Réunion. Ensuite vous avez une partie sur les défis qu'on souhaite relever demain, et enfin notre nouveau projet défis responsables, et c'est là où j'aimerais qu'on puisse échanger sur votre vision du développement pour la production et l'élevage de manière générale, la production animale et l'élevage de manière générale, et comment nous, notre système, s'implante sur le territoire pour tendre vers une autosuffisance alimentaire, puisqu'on est quand même contraint sur notre territoire à produire un certain nombre de choses localement. Donc notre modèle, rapidement, le modèle interprofessionnel à la Réunion. Alors je pense que tout le monde a une vision plus ou moins précise de ce qu'est une interprofession. Donc à la Réunion, on a la chance d'avoir des interprofessions qui sont dites longues. Donc on parle de modèle unique, donc c'est la présentation qui s'affiche derrière moi. Unique pour la simple et bonne raison qu'on a autour de la table non seulement les producteurs, les outils industriels, mais également les distributeurs et les importateurs, mais aussi l'État. Donc ce qui fait vraiment une spécificité à part, puisque l'État et les collectivités votent au sein de nos comités de gestion de nos interprofessions. Donc ce qu'il faut comprendre en fait de nos systèmes interprofessionnels à la Réunion, c'est qu'ils se sont constitués dans les années 70. À l'époque, il n'y avait quasiment pas d'élevage sur le territoire de la Réunion. On avait des poulets à la cour et quelques cochons dans le jardin. Et il a été vraiment décidé et porté par les pouvoirs publics d'une volonté de structurer un élevage, à la fois pour créer de l'emploi dans les Hauts, je vais y revenir, mais aussi pour donner à manger à la population et répondre à une vraie sécurité alimentaire. Il faut que je prenne 2 micros en même temps. Tu me dis, hein, sinon je peux aussi me mettre comme ça. C'est plus simple. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, effectivement dans les années 70, donc porté par les pouvoirs publics pour à la fois créer de l'emploi et aménager le territoire. Donc en fait on a installé les éleveurs davantage dans les hauts de l'île. Donc il faut savoir que le territoire de la Réunion, ceux qui ne connaissent pas trop, il y a en gros des montagnes au milieu et le littoral sur lequel on a fait surtout de la canne, forte valeur ajoutée et valeur d'exportation, pour l'exportation. Et puis dans les hauts, on avait un vrai exode rural après la fin du vétiver, etc. Enfin, dans l'histoire de la Réunion, les hauts avaient tendance à se déserter, à être désertés dans les années 70-80. Excusez-moi juste. Et donc effectivement, on a décidé de créer des installations d'élevage, des gens qui au départ n'étaient pas du tout éleveurs, mais c'est comme ça qu'on a maintenu les populations dans les hauts et créé de la valeur. Donc c'est comme ça qu'a été porté le modèle, donc tout de suite sur un modèle coopératif pour mutualiser les coûts, organiser la collecte, la production, et puis rapidement le système coopératif à lui seul ne suffisait pas. Donc on a intégré des outils industriels qui pour la plupart appartiennent d'ailleurs aux éleveurs. Et puis ensuite il a fallu gérer la commercialisation pour garantir l'écoulement de la production, etc. Et c'est comme ça qu'on a obtenu en fait une interprofession, donc constituée la première en 1975 sur la base de la filière porcine, avec producteurs, outils industriels, distributeurs, importateurs et État. Donc voilà la spécificité de notre modèle. La deuxième spécificité, c'est comme il était impulsé par les pouvoirs publics notamment, et par une volonté de partage de la croissance et de la valeur, on a vraiment reposé l'ensemble du modèle, et c'est encore aujourd'hui le cas en 2019, sur des petites exploitations familiales. Alors du coup, nous à la Réunion ça peut paraître normal, mais quand on parle de nos tailles d'exploitation, on est sur du 600 mètres carrés de volaille, on est sur 32 truies, sur 40 vaches allaitantes, et 50 vaches allaitantes et 40 vaches laitières. Donc c'est vraiment des toutes petites exploitations sur laquelle on s'engage à faire vivre une famille. Donc on garantit un prix de reprise à l'éleveur qui est fixe du 1er janvier au 31 décembre, quoi qu'il arrive. Donc
donc après, on gère au niveau de l'interprofession l'écoulement de la production. Et donc on permet comme ça aux éleveurs et à la filière de se développer. Alors évidemment, qui dit garantie d'écoulement au marché dit quota. Ça ne fait jamais très plaisir à entendre, ça peut générer beaucoup de suspicions, de discussions. Mais du coup, en gérant la production en amont, c'est plus facile de gérer le marché. Et pareil, quand on gère le marché, c'est plus facile de gérer la production. Et c'est que comme ça qu'on réussit à garantir un prix de reprise à l'éleveur du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est vraiment un système inclusif qui permet à la fois son développement, mais aussi son développement qui est raisonné. On ne va pas installer 15 éleveurs de plus d'un coup si on ne sait pas comment écouler la viande, et du coup mettre en difficulté l'ensemble des éleveurs déjà installés. Et donc évidemment, on est en constante remise en question sur les produits, vérifier qu'ils sont toujours accessibles, etc., notamment en termes de prix, en termes de qualité, en termes de typologie de produits. Et donc le rôle de l'interprofession, c'est évidemment de se réunir régulièrement pour se demander si nos produits correspondent toujours aux attentes du marché. Donc voilà pour la présentation globale du modèle interprofessionnel. Je vais aller du coup relativement vite sur la suite, mais c'était au moins pour vous expliquer ce qu'on est. Donc on est 800 éleveurs, 2300 emplois, 5 filières, le lait, le bœuf, le porc, la volaille et le lapin, donc 2 structures interprofessionnelles qui fonctionnent strictement de la même manière. Globalement, on partait de quasi rien, je vous l'ai dit, dans les années 75. Pour le bœuf, aujourd'hui, on est à 1500 tonnes. Pour le lait, on fait entre 18 et 20 millions de litres de lait. Pour le porc, on est à peu près 10 000 tonnes. La volaille, 13 000 tonnes. Alors, c'est du tech, c'est un équivalent carcasse. Et le lapin, 200 tonnes. En gros, sur les parts de marché, toutes filières confondues, on passe 40% de la consommation totale. C'est-à-dire que sur toute la viande et les produits laitiers consommés, 40% proviennent de nos filières. Et en frais, parce qu'on est sur un système insulaire, et ça j'y reviendrai après, on a beaucoup d'importations de congelés, pour des raisons assez simples de délai d'expédition entre la France, en France, et la Réunion. Le produit frais de la volaille serait dans un sacré état arrivé à la Réunion s'il n'était pas congelé en tout cas au départ. Et donc du coup on a beaucoup de produits congelés qui arrivent sur le territoire. Donc en frais on a un taux de couverture qui est d'environ entre 80 et 90% en fonction des filières, sauf la viande de bœuf qui mature très bien dans les containers. Mais globalement on a une couverture de marché de 40%, donc ce qui n'est pas neutre. Et ensuite, je vous le disais, toujours sur la présentation qui est là, des élevages qui sont plutôt situés dans les Hauts-de-Ville, en complémentarité de la canne à sucre dans les bas, avec une vraie volonté de fixer les populations dans les hauts et créer de la valeur dans les de l'île. Globalement, notre filière, notre système interprofessionnel, il couvre 90% de toute la production locale. C'est-à-dire que toute la production qui est réalisée sur le territoire est faite à 90% chez nous, en volume. Ce n'est pas forcément le nombre d'éleveurs. On peut avoir beaucoup de détenteurs de bovins qui ont seulement 1 ou 2 bovins au piquet et qui le vendent quand ils ont besoin d'un petit peu de sous. On a encore ce système-là sur le territoire réunionnais, mais globalement, en l'occurrence dans la filière bovine, 94% de la production est réalisée au sein de nos filières. Donc on a vraiment une production qui s'est structurée. Donc là, je me suis arrêtée à 2009, mais vous imaginez avec au fil des ans, cette structuration qui s'est évidemment accentuée, et qui permet d'ailleurs aux éleveurs qui sont hors filière de bénéficier d'une stabilité de marché organisée par les filières structurées. Globalement, notre modèle tel qu'on l'a aujourd'hui, tel qu'il s'est construit sur les 40 dernières années, répond à des enjeux territoriaux, notamment en ce qui concerne une responsabilité sociale. On l'a dit, fixer les populations dans les hauts, je pense que c'est assez clair, avec une garantie de revenus, mais aussi on a la notion de responsabilité économique sur le territoire. Donc nous, on travaille quotidiennement à faire baisser les prix. L'objet, c'est de pouvoir vendre nos produits, parce que plus on en vend, plus on peut installer, plus on peut développer. Donc l'objectif, c'est de baisser les prix, mais pas n'importe comment, mais on suit ça de très près. Ensuite, on a une responsabilité aussi écologique, on aura beau dire, mais on essaie quand même d'être le plus respectueux possible de notre environnement, et avec notamment toute cette notion de gestion des espaces dans les hauts, avec quand on a des prairies, etc., on limite les incendies, on a des toutes petites exploitations, donc on est quand même sur des systèmes familiaux, on n'est pas sur des systèmes ultra intensifs. Et enfin, une responsabilité sociétale, où là, le système coopératif, je pense, parle de lui-même sur la transmission des valeurs et des valeurs de solidarité. Je pense que là, je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Donc nous, on aime bien dire au niveau de notre interprofession qu'on a un modèle de développement socio-économique pour les territoires réunionnais. Comme le disait Jean-Philippe, économique, mais ça n'existe pas. Non, effectivement, ça n'existe pas, c'est complètement inventé par nous. Mais juste, on cherchait quelque chose pour parler du socio-économique et sortir un peu de uniquement cette notion de social et d'économique. Il y a aussi cette notion de société et puis aussi cette notion d'écologie. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas construire un système uniquement sur l'économie, même si j'entends que parfois c'est ce qui dicte nos principaux choix. Il n'empêche qu'on a besoin d'avoir un volet social, mais aussi un volet sociétal et surtout une responsabilité écologique sur un territoire comme le nôtre, où de toute manière il faut bien qu'on en prenne soin, sinon on n'ira pas bien loin.
Donc c'est aussi une responsabilité qu'on a. Ça n'était pas développé. Voilà, c'était pour aller plus vite. Donc concrètement, une fois que je vous ai présenté l'ensemble de notre fonctionnement, qui on est, globalement ce qu'on fait, nous, évidemment, je vous disais, on est en perpétuelle remise en question pour savoir comment faire pour développer davantage nos filières de manière responsable sur notre territoire. Et concrètement, on a identifié un certain nombre de défis pour demain. Alors, je ne vais pas tous les lire, mais l'idée, c'est d'avoir en tête cette notion quand même de développer. Alors, je vais me reprendre, vous avez la présentation sous les yeux, et consolider les élevages réunionnais, à la fois en quantité et qualité suffisante, pour éviter pas se méprendre, mais voilà, en assurer l'alimentation de la population. Il y a surtout le renforcement de la structuration des filières, parce que plus on structure, plus on professionnalise, plus on organise la production et mieux on la vend. Renforcer évidemment la valeur ajoutée pour pouvoir réinvestir, notamment dans nos outils industriels, mais pas que, et puis surtout pouvoir être de plus en plus compétitif sur le marché, ça j'y reviendrai. Évidemment, accompagner aussi le développement de l'élevage, les outils industriels qui soient compétitifs, mais tout en gardant une dynamique agroécologique, ça je vous expliquerai aussi ensuite. Et enfin, la notion de synergie interfilière, je vous expliquais l'élevage dans les hauts, la canne dans les bas. De manière générale, on ne peut pas travailler les uns sans les autres. Il y a évidemment des synergies qui se mettent en place entre la filière canne-sucre, la question d'épandage, la question de fourrage, etc. Donc c'est sûr qu'il y a évidemment des choses à faire et qu'il faut pouvoir poursuivre. C'est notre économie circulaire territoriale où on a évidemment pour ambition de pouvoir exploiter tout ce qu'on peut exploiter au niveau local et dépendre le moins possible de l'extérieur. Donc concrètement, l'interprofession Arrive à Rive a mis en place du coup un nouveau projet de développement. Pardon, c'est sur le micro. Donc ce projet de développement, il s'appelle Défi responsable. Alors on va me dire c'est pas très original, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'on avait déjà un projet défi avant. C'est cette notion de responsabilité. Pourquoi j'y tiens à la responsabilité? Parce qu'on peut faire plein de choses, mais si on n'est pas responsable sur les actions qu'on mène, ça peut vite tourner au vinaigre. Par exemple, dans le cadre de notre projet Défi responsable, on a 4 plans d'action, et je vais commencer par celui de la compétitivité responsable. Cette notion de compétitivité responsable, elle est importante. Si on parle que de compétitivité, on va réduire probablement, on va augmenter l'élevage intensif. Je fais attention aux mots que j'utilise. Réduire probablement le temps d'élevage, baisser la qualité de l'alimentation, etc. pour gagner en coût. Et ça n'a pas d'intérêt. Par contre, l'intelligence serait plutôt de diversifier les gammes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de production animale et que de l'élevage, mais probablement qu'il y a un marché pour de la production animale, un marché pour de l'élevage, et comment est-ce qu'on fait pour être compétitif sur l'ensemble de nos réseaux, et du coup de gagner en volume. Après, cette notion de nouveaux débouchés, pareil, une notion de responsabilité territoriale aussi, donc j'y reviendrai. Après, il y a évidemment la notion avec un plan d'action agroécologique qui, évidemment, si on ne prend pas en compte notre environnement, il y a un moment où ça ne fonctionnera plus. Même si on est dans l'élevage et pas dans l'agriculture en propre, il y a évidemment des systèmes à conserver. Et enfin, notre grand lame de tous les jours, et je pense que ça fait aussi écho à la présentation précédente, on souffre beaucoup d'une communication négative sur l'élevage de manière générale. Nous aussi, on en souffre à La Réunion. Et on a l'obligation d'avoir un plan de communication renforcé. Si ce n'est pas l'interprofession qui peut porter ce genre d'action, je me dis qu'il y a un moment où on va un peu dans le mur. Donc l'ensemble de ces plans d'action doit permettre évidemment de diversifier les débouchés, consolider les volumes et donc consolider nos exploitations et nos outils industriels et rentrer dans une espèce de cercle vertueux dicté par l'ensemble de ces plans d'action. Alors pour ceux qui connaissent un peu les interprofessions au niveau national, vous devez savoir qu'elles ont toutes eu l'obligation de remonter des contrats de filière en cas des EGA. Donc nous y sommes évertués et donc vous pouvez retrouver sur le site du ministère nos contrats de filière dans lesquels se décline chacun des plans d'action pour nos 5 filières. Juste à titre d'information. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait remonter dans le cadre des EGA avec des indicateurs dessus, etc. Au niveau du volet agroécologique, alors je parle à des scientifiques, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, c'est vraiment très simplet pour des gens qui s'y connaissent bien mieux que moi. Mais l'idée, c'est quand même d'inciter d'inciter l'ensemble de nos éleveurs à progresser. Donc on a choisi 5 thématiques avec des indicateurs de suivi pour tous nos éleveurs, avec des grilles de notation propres à chaque filière, mais les 5 thématiques qu'on retrouve dans toutes les filières, avec une grille de scoring, c'est évolutif. Par contre, il y a une chose qui est à noter, et je le souligne, c'est que les éleveurs vont accepter que 10% de leurs revenus soient soumis à l'atteinte de la notation de la grille. C'est-à-dire qu'ils ont accepté l'année dernière que 10% de leurs revenus
alors c'est progressif, mais dans 3 ans, que s'ils n'atteignent pas les objectifs des 5 thématiques, ils perdent 10% de leur revenu. Donc c'est pas un soutien supplémentaire qu'on leur donne, c'est une pénalité. Donc ça veut dire que chacun aussi au niveau des filières prenne conscience qu'ils ont besoin effectivement de mieux considérer le bien-être animal, la gestion des ressources, le tri, le recyclage, enfin voilà, l'ensemble de ces thématiques qui sont encore une fois très simples. Hein. Mais on va au-delà que ce que nous dit la réglementation quand même, nous était intellectuelle, mais voilà, c'est au moins cette notion d'accompagner les éleveurs. Le deuxième plan d'action, la compétitivité responsable, vous en parlez tout à l'heure, la notion de baisser les prix à tout prix, bah non, en fait, pas forcément. Par contre, cette notion de mieux valoriser ce qu'on fait déjà bien, donc par exemple, quand on fait du bio, mieux communiquer, donc faire du très haut de gamme. Peut-être quand on ne fait pas du bio, mais que c'est quand même de la qualité supérieure à ce qui s'importe sur le territoire, pouvoir effectivement mieux communiquer. Donc travailler sur les investissements spécifiques, sur de la montée en gamme, etc. Et en parallèle, travailler quand même à des produits moins chers parce que sur le territoire réunionnais, on a quand même une population, 30% de la population qui est au chômage et qu'on a quand même besoin de pouvoir nourrir la population à bas coût. Et donc c'est aussi cette difficulté que nous, on doit vivre au quotidien, avoir du haut de gamme pour une certaine tranche de la population et un moyen, même bas de gamme ou en tout cas moins cher pour pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à de la production locale. Donc c'est vraiment ces deux volets qu'on travaille en parallèle et pas l'un sans l'autre pour éviter de rentrer dans un cercle vicieux de course à la productivité et notamment à la baisse de prix qui serait destructeur pour tout le monde puisqu'après on perd en valeur, qu'elle soit sur le marché ou au niveau de la production. Ensuite, il y a le plan d'action nouveau débouché. Donc là, c'est cette notion, je l'ai évoqué tout à l'heure un petit peu, d'enjeux sociétaux. On a l'obligation en tant que filière d'élevage, en fait, de production animale, en tant que filière d'élevage, d'accompagner aussi et d'éduquer nos enfants. Alors, moi j'aime bien parler du bien manger, parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion, on a quand même la viande importée, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais c'est un peu de la merde quand même. À savoir, c'est des cuisses de poulet qui ne sont pas consommées parce que personne n'en veut, vendus à des prix complètement hallucinants. Et puis la viande de bœuf, ça c'est le pompon du pompon, et vendu en magasin sans dire que c'est la vache laitière de réforme. Donc nous, on fait du gibier viande à côté, enfin, je passe les détails, mais c'est vrai qu'on a un enjeu de compétitivité, de clarification qui est quand même pas simple. Mais en tout cas, on essaie d'éduquer les enfants, alors pas à leur dire que ce qui est importé, c'est pas bon, mais plutôt à leur dire pourquoi nous c'est bon. Pourquoi c'est bien de consommer local, donc au-delà de la qualité des produits, parce qu'on sait comment c'est produit, comment c'est transformé, comment c'est acheminé jusqu'à leur cantine. Il y a aussi cette notion d'économie circulaire, d'emploi sur le territoire, cette notion d'achat, comme ça se dit beaucoup en tant qu'acteur en fait, du développement de son propre territoire, donc des achats raisonnés. Donc ça c'est un grand volet que nous on développe beaucoup. Et donc à ce titre-là, on a mené des actions, on fait des conventions, que j'aime bien en parler, je prends 30 secondes de plus. On met en place des conventions viande pays avec les établissements et des mairies, où en fait nos éleveurs viennent en place, ils présentent leur métier, et puis ensuite les acheteurs et les responsables de la restauration vont en exploitation pour découvrir le métier, savoir d'où viennent les produits et visiter les outils industriels. Et en parallèle de ça, les cantines qui acceptent d'être parrainées par des éleveurs, etc., augmentent la fréquence de présentation. Donc il n'y a pas d'objectif de volume, mais un objectif de fréquence de présentation. Par exemple, sur un programme de 7 semaines, entre 2 vacances scolaires, s'ils présentent 20 fois de la volaille, en l'occurrence 10 locales, 10 importées, on passe à 15 locales et 5 importées. Et c'est comme ça qu'on augmente progressivement la présentation, et à chaque fois que la norme locale est présentée, on accompagne avec des supports de communication spécifiques, aussi pour que les parents puissent comprendre lorsque les enfants consomment local, et donc vraiment générer une sorte de réflexion collective sur d'où vient la viande que je consomme, et qui, je pense, nous permettra ensuite d'aller plus loin dans la consommation de produits locaux. Et enfin, la notion de communication renforcée, le dernier volet de notre projet Défi responsable. C'est une belle ambition que celle de faire un label viande pays. En tout cas, on travaille surtout à nous faire certifier avec le label Agriéthique, qui vient d'ailleurs la semaine prochaine pour auditer l'ensemble de nos filières. L'idée, c'est de parler de commerce équitable, c'est de parler de valeurs territoriales, c'est de parler de revenus des éleveurs, de garantie d'écoulement, etc., etc. Et au-delà de ça, la qualité, évidemment, des produits qu'on travaille, la traçabilité, enfin, voilà. La communication, elle fonctionnera si on est capable de mettre derrière des valeurs qui parlent aux consommateurs. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille, donc je ne peux pas vous en dire plus, parce que pour le moment, on est encore aux prémices. Voilà. Ensuite, dans les conditions, et après je vais terminer, ça c'est vraiment propre à notre filière. Chez nous, on est soumis, on a un territoire, donc je vous l'ai dit, insulaire, éloigné de 10 km de la France.
800 000 habitants, donc un marché accessible qui est quand même pas extensible, avec des problématiques d'économie d'échelle. Hein. Par exemple, juste petit exemple, vous voulez faire du steak haché. C'est simple, du steak haché, ça paraît évident, mais les avant dans une machine, on fait du minerai, ça fait un steak haché. Nous, notre steak haché, il fait 100 tonnes à l'année. Je ne sais pas si vous imaginez une machine de steak haché au niveau national, si c'est même pas la production au jour en fait. Donc nous, nos machines, elles nous coûtent une blinde, elles sont jamais amorties et en fait, le produit coûte très cher. Donc là, on voudrait faire du steak haché congelé parce qu'on trouve ça génial le steak haché congelé, puisqu'on est envahi de steak haché congelé de Charal. On est passé de 1000 tonnes à 2000 tonnes en l'espace de 4 ans. Ok, super. Bon, maintenant, ça coûte encore plus cher de le congeler et de le stocker. Donc on est systématiquement confronté à des problématiques qui sont propres à notre territoire. Et on a l'obligation au niveau de l'interprofession et des filières animales de réfléchir à comment faire pour s'émanciper un maximum de ces problématiques. Et donc il y a notamment cette notion d'importation, là je vous disais steak haché Charal qui arrive en masse sur le territoire, bon on ne peut pas empêcher les gens de consommer du steak haché congelé, mais c'est à nous d'être raisonnables sur les produits d'être responsables sur les produits qu'on propose et aux importateurs d'être raisonnables sur ceux qu'ils importent, avec notamment une cotisation qui pourrait être prélevée sur ces produits-là pour permettre la relance de la production de steak haché congelé. Bon, en l'occurrence c'est ce qui se passe. Facile comme exemple à prendre, c'est-à-dire que les distributeurs et importateurs cotisent un certain montant sur le steak haché congelé qui est réinjecté dans la filière pour faire du steak haché congelé local. Bon, ça, c'est des choses qui se font, mais c'est nécessaire d'avoir une impulsion de l'État pour nous soutenir dans ces démarches. Et nous, on a l'obligation de travailler avec des produits qui viennent en concurrence de l'importation. Donc si on n'a pas cette maîtrise responsable des importations, si on n'a pas cette notion de réfléchir à comment on gère les produits de dégagement, comment on gère les importations, comment on reste en complémentarité systématiquement entre production locale et importation, sont voués à leur disparition, c'est une évidence totale et on n'y arrivera pas, en tout cas si on n'est pas en capacité de garder cet équilibre. Et donc du coup c'est vrai que par rapport aux échanges d'aujourd'hui, ou en tout cas tel que vous m'aviez, tel que Jean-Philippe m'avait évoqué les choses, on a un système qui fonctionne depuis 40 ans, alors qui fonctionne parfois bien, parfois moins bien, c'est jamais très simple. On a surtout depuis 4 ans un contexte économique qui est de plus en plus tendu, avec notamment des guerres des prix entre les enseignes, des magasins qui coûtent de plus en plus, on a de plus en plus de magasins, du coup ils se battent sur des centimes, que ces centimes ils nous font vivre, donc c'est vrai que c'est pas simple, donc en fait, dans des contextes qui sont insulaires et spécifiques aux nôtres, notre système a fait ses preuves pendant 40 ans. La question c'est est-ce que ce système il est suffisamment résistant à ces crises de guerre de prix entre les enseignes et les importateurs. Alors en règle générale ils ne se battent pas sur nos produits, c'est une chance, c'est déjà ça. Parce que de la viande, mais ça n'empêche que la guerre sur les produits importés fait rage et de fait ça nous déstabilise. Et du coup, est-ce que notre système est suffisamment résistant pour maintenir les objectifs qu'on cherche à poursuivre, à savoir continuer à développer l'élevage, continuer à tendre vers la souveraineté alimentaire? Et donc de fait, la deuxième question que nous on se pose au quotidien, en tout cas c'est ce qui nous motive à nous remettre en question régulièrement, c'est en fait finalement, concrètement, comment est-ce que notre modèle coopératif et de partage de valeurs, donc celui sur lequel repose l'interprofession, permet de répondre réellement à une souveraineté alimentaire sur un territoire insulaire comme celui de la Réunion. Non pas parce qu'on a fait une preuve pendant 40 ans qu'il ne faut pas se poser la question, et se demander demain si réellement c'est celui-là qu'il faut. Est-ce que c'est vraiment ce modèle-là qui va porter nos éleveurs vers plus de production, vers une production qui soit plus adaptée? Est-ce que ça suffit que de travailler à de la compétitivité responsable, à de l'agroécologie? En tout cas, c'est des questions que nous on se pose et voilà, c'était pour échanger à ce sujet-là. Voilà.